Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à cette émission au cœur de l'actualité, en présence du président national du Nouveau Mouvement Populaire, Monsieur André Bandakani, homme politique, géopoliticien, analyste politique, qui va encore partager son analyse sur les questions qui meublent l'actualité. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'une dame dont vous reconnaissez déjà la voix, Madame Charlotte Edjengele. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Jules Bouyamousso. Bonsoir à toute l'équipe de modération. Vous devez annoncer une bonne nouvelle. Je perçois le retour euh, de la voix féminine qui nous a manqué lors des émissions précédentes. Et ça me fait plaisir. Je salue tous les internautes. Je les remercie pour leur fidélité, pour leur engagement. Et nous prenons en compte toutes les remarques qu'ils font, y compris sur le plan technique. Et ils savent que nous sommes en train de travailler pour répondre, n'est-ce pas, à leurs attentes. Donc, je les salue de manière particulière. Bien évidemment, nos équipes techniques sont à pied d'œuvre pour essayer de remédier à tous ces aléas Voilà, votre qui frère. ont perturbé nos directs. Nous nous en excusons et nous les prions de renouveler leur fidélité à nos plateformes. Comme je l'ai annoncé, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'une dame, Madame Charlotte Edjengele. Madame Charlotte Edjengele, bonsoir. Bonsoir, mon cher Jules. Constant Bouyamousso, dont j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau face au président Bandakani, à qui j'adresse aussi mes civilités. Bonsoir, président. Bonsoir, je suis très content de te revoir. Tu nous as manqué. C'est un plaisir d'être face à vous, Je vous en prie. surtout pour décortiquer l'actualité boulante du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Avec la touche féminine, à laquelle je tiens beaucoup. Merci, mon cher Jules. La bienvenue. Monsieur le Président, nous sommes au cœur de l'actualité. C'est une nouvelle rubrique dans nos émissions. Et Monsieur le Président, nous parlons d'un sujet brûlant, l'actualité économique avec le récent sommet qui s'est tenu à Yaoundé, ce sommet qui a convié les chefs d'État de la sous-région. Et Monsieur le Président, le lundi 16 décembre 2024, autant pour moi, à l'initiative des présidents Paul Biya et Monsieur Faustin Archange Touadéra du Centrafrique, le Palais de l'Unité a abrité la session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, sous le thème Évaluation de situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC, mesures de consolidation de la résilience. Se sont ainsi réunis tous les présidents de la sous-région, à l'exception des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Mahamat Idriss Déby du Tchad, qui se sont fait représenter. Manifestement, la presse en général et la presse économique en particulier s'en est fait l'écho. Il s'avère que le niveau de réserve de change, passé de 2,3 en mois en 2016 à 4,6 en mois en 2023 d'importation des biens et services, connaît depuis l'année 2024 une tendance baissière. Autrement dit, en 2016, les réserves pouvaient couvrir 2,3 mois d'importation, c'est-à-dire une situation critique. 7 ans après, en 2023, elle s'était améliorée pour atteindre 4,6 mois, c'est-à-dire une situation plus confortable. Et depuis 2024, ces réserves diminuent et nous observons une tendance baissière. Or, le seuil critique généralement admis est de 3 mois d'importation. En dessous, la situation devient préoccupante pour la stabilité monétaire de la zone. Cette diminution actuelle des réserves explique donc, selon certains économistes, l'urgence de ce sommet extraordinaire de Yaoundé. En plus des responsables communautaires de la CEMAC, ont été conviés à ce sommet extraordinaire les responsables du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la France. Je m'en vais donc vous poser cette question, Monsieur le Président. Comment appréciez-vous l'opportunité, telle que déclarée, de ce récent sommet des chefs d'État de la CEMAC? Et la question sous-jacente, la baisse des réserves de change, à elle seule, justifie-t-elle l'urgence et le caractère extraordinaire de ce sommet?
Ça semble plus être un prétexte pour scénariser un catastrophisme économique, socio-économique, qui ne peut se justifier qu'à l'aune de la tutelle que le FMI, la Banque mondiale et toutes ces institutions exercent sur nos pays. De facto, j'allais même dire comme de jure. Donc, vraiment, je répète, ce sont des prétextes. Parce qu'à la fin, quand on regarde toutes les résolutions de ce sommet, on se dit, mais on pouvait bien s'en passer. On pouvait très bien s'en passer. À quoi a servi tout cet alarmisme institutionnel? Parce que c'est toute l'architecture partenariale au niveau de nos systèmes financiers qu'on a vu mobiliser. Mais à la fin, quand on regarde, on se dit, ben, on aurait pu se passer de tout ça. Puisque les grandes résolutions qui relèvent de la macroéconomie pour l'essentiel ne sont pas différentes en grande partie des résolutions qui ont été prises lors du dernier sommet extraordinaire de la même CEMAC, je crois en 2016, si mes souvenirs sont exacts. Donc vérifiez, prenez la date exacte. Donc, quand vous regardez les résolutions de ce sommet-là, qui étaient tout aussi extraordinaires, et quand vous regardez les résolutions macroéconomiques qui ont sanctionné les travaux, on se demande, ben, urgence pour reprendre grosso modo les mêmes résolutions. Mais il y a de nouveau, hein, on va y revenir, il y a des choses nouvelles qui sont intéressantes, on va y revenir. Mais pour dire grosso modo, il y a un alarmisme, n'est-ce pas, qui trahit la tutelle qui est exercée sur notre économie. Ce qui nous permet d'interroger de manière qualitative cette tutelle et l'origine de cet alarmisme-là. Quand on va fouiller, on va voir que dans le fond, nous sommes enfermés dans une spéculation financière qui enrichit le FMI, la Banque mondiale et toutes sortes d'intermédiaires. Et ces gens-là sont très vigilants sur des critères court-termistes, les critères classiques, les critères comme le taux de couverture extérieure de monnaie, qui sont des critères fondamentalement court-termistes. Donc voilà, de mon point de vue, je pense que des vraies raisons sont ailleurs, en plus des raisons que je viens d'évoquer, le carcan de la spéculation, parce que tout à l'heure on verra pourquoi, en quoi consiste le carcan monétaire en l'état, combien nous coûte notre accès sur le marché des devises. Et vous allez voir très bien c'est la spéculation qui est au cœur de tout ça. Mais des raisons géoéconomiques sont claires. Il y a la montée des BRICS avec toutes les promesses liées à son avènement. Il y a la montée des BRICS et évidemment les comportements de nos chefs d'État qui ne veulent plus se laisser dicter n'importe quoi. Il y a tout cet environnement-là qui peut expliquer ça pour nous. Voilà les vraies raisons de notre point de vue qui se cachent derrière le faux alarmisme qui a justifié ce sommet. Merci, Monsieur le Président. Président Bandakani, lors de ce sommaire-là, le président de la commission de la CEMAC, l'équato-guinéen, M. Balthazar Ngoga Edjo, si je prononce bien son nom, a rendu public le communiqué final du sommet extraordinaire, dont certaines dispositions ont attiré notre attention, notamment le fait que les chefs d'État, là je vais lire parce que ce sont des dispositions qui sont dans le communiqué, ont réaffirmé l'application intégrale de la réglementation des charges, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement avant le 30 avril 2025
des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites par les entreprises extractives. En deux, inviter le FMI, la Banque mondiale et tous les autres partenaires à accompagner les États et la Banque centrale dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus pétroliers. Ça, c'est le point qui nous interpelle le plus et président Bandakani, nous voulons savoir. Les chefs d'État de la CEMAC se sont engagés dans une recherche déterminée de devises. Est-ce que, président Bandakani, est-ce quand on sait le rôle pervers que joue le compte d'opération dans la gestion des devises des pays de la zone franque, quelle pourrait être la pertinence géoéconomique de cette amélioration du stock de devises rapatriées, par exemple? Mais d'abord, il faut indiquer que ce sommet extraordinaire, comme la situation de l'ensemble de la zone franc, est caractérisé par un flou juridique, stratégico-juridique, qui ne devrait pas nous laisser indifférents. La convention historique qui a lié les pays africains, en général les pays d'Afrique francophone et particulièrement les pays d'Afrique centrale à la France, est caduque depuis très longtemps, c'est terminé. Il y a une année de probation, elle est passée. Nous vivons la continuité de cette convention de facto. Donc c'est un problème. Il faut bien que ça ne doit pas nous laisser indifférents. On est dans une voie de fait, on est sous une convention ou un traité qui n'est plus assis sur rien sur le plan juridique. Donc on est en pleine illégalité. On est dans des voies de fait qui, en elles-mêmes, trahissent la nature des liens monétaires qui lient les pays africains de l'Afrique centrale, non seulement à la France, mais à toutes ces organisations qu'on appelle partenaires, n'est-ce pas, qui se sont mobilisés dans le cadre de cette réunion. Que ce soit la Banque mondiale, le FMI, la BAD, représentés par leurs représentants régionaux, que ce soit les pays de la zone CEMAC. La convention, le traité monétaire que nous avons longtemps lié à la France, est-ce que ça existe encore sur le plan juridique? C'est une question fondamentale. Alors, c'est une continuité de facto. L'a-t-on reconduit de facto? Si c'est le cas, cette recondition tacite-là, est-elle légale? C'est basé sur quoi? C'est un problème. C'est un problème stratégique, c'est un problème juridique. Alors, on sait très bien, c'est évident, on sait très bien que la Renaissance panafricaniste consacre une révolution géopolitique dans nos rapports avec nos partenaires historiques, qui se traduit ces dernières années par une modification des rapports de force. Sur la question monétaire, la France est sur la défensive, elle est discréditée sur le plan moral, elle est discréditée sur toutes ces questions-là, ce qui de fait confère à nos dirigeants des capacités de manœuvre qu'ils n'avaient pas hier. Donc, c'est dans un tel contexte qu'il faut comprendre les nouvelles données qui surgissent du communiqué final de ce sommet. Le rapatriement des devises, la signature des conventions sur les comptes séquestres, en particulier sur la restauration des sites, des sites extractifs. Donc tout ça, c'est la traduction d'une modification sérieuse du rapport de force entre nos dirigeants et un pays comme la France. Maintenant, comme tout ça se fait, c'est une base confusionniste du point de vue de la légalité, ça pose un problème. Et ça montre qu'on est dans une zone, on est en fait dans une transition qui ne dit pas son nom.
On est en fait dans une transition monétaire qui ne dit pas son nom, mais qu'on voit. Parce que, comme je le dis, tout ça se fait sur une base, sur aucune base légale. Oui, Président Voilà. Badakani, nous l'avons noté nous voulions vraiment avoir votre analyse sur ce point-là parce que nous savons et des voix bien renseignées ont laissé entendre que le franc CFA était aspiré. Non, Et la convention la monétaire, convention le traité avec monétaire avec la France. la France Tout à fait. qui instituait le franc CFA Ah, était expiré et caduque. Et on s'interrogeait sur la base légale de la continuité de l'utilisation du franc CFA, étant donné que même dans le milieu CEMAC, cela a été un débat de penser la nouvelle monnaie de cette zone-là. Et on Tout se à fait. demandait quelle est la base légale de la continuité de l'utilisation du franc CFA. Oui, vous avez raison de rappeler ça. On a vu la dynamique qui a été lancée par le président Touadéra, qui a introduit, il a forcé l'introduction dans l'arsenal monétaire de la CEMAC de la monnaie numérique. La monnaie numérique. Il n'a pas fait parce que c'est pas levé matin pour le faire. Il a tenu compte justement de la caducité du traité, et de la nécessité pour les pays africains de la zone CEMAC d'innover en la matière, de prendre des initiatives, d'être audacieux. Donc, cette audace-là, oui, on voit ça se manifester à travers les résolutions. On va pas bouder notre joie. Hein. Ces résolutions-là, la domiciliation des devises, la convention sur les comptes séquestres, etc. Et puis, si vous voulez voir même ça de manière plus profonde, il faut lire le communiqué du gouverneur de la BA. Lui, il est plus profond, il est plus concret dans cette dynamique d'audace et d'initiative qu'il faut saluer, même si ça n'exclut pas le fait que dans son ensemble, on est encore dans le statu quo. Bon, c'est à ce niveau qu'il faut bouger. Nous sommes pour que il faut renverser le statu quo, il faut bousculer le statu quo. Il faut sortir du ghetto monétaire, il faut sortir de la prison monétaire. Tout à l'heure, je reviendrai de manière plus précise. Donc, quand vous lisez le communiqué du gouverneur de la BA, vous voyez très bien, de manière bien précise, je ne sais pas pourquoi, c'est à lui qu'on l'a laissé le soin de parler de souligner dans son communiqué ces aspects-là, et que les chefs d'État l'ont évité dans leur communiqué. Je ne sais pas, peut-être c'est une répartition des rôles, mais tant mieux. Mais tout ça montre que dans l'ensemble, avant qu'on entre dans le détail, dans l'ensemble, il y a un dynamisme, il y a de l'audace, qui est la traduction de ce nouveau rapport de force que le panafricanisme a fait émerger dans nos relations avec nos anciens partenaires. Monsieur le Président, toujours sur cette question du flou juridique que vous avez étayé dans votre analyse, c'est-à-dire il n'y a aucune communication officielle pour acter la caducité de cette convention monétaire. Est-ce donc une stratégie de la part des dirigeants de la sous-région pour accélérer la transition vers la souveraineté monétaire? Oui, on peut le dire, c'est clair. C'est clair que notre dernière conférence ou réunion, je crois qu'il a porté entre autres sur cette fameuse fusion entre la CEMAC et la CEAC. Le communiqué final avait souligné la continuité d'une réflexion approfondie de la part des dirigeants sur la question de l'avenir monétaire de la zone. Donc, c'est une polichinelle. C'est une polichinelle de rappeler qu'effectivement, ça participe d'une stratégie. Je pense que, de manière claire, il faut le souligner, pour nous, le franc CFA est mort. Nous avons toujours dit le franc CFA est mort. Mais ça suppose de prendre en compte un ensemble de réalités et d'intégrer le pragmatisme stratégique qui était inévitable quant à la transition qui devait conduire à l'avènement d'une nouvelle monnaie. Cette transition passait justement par ce type de situation que nous vivons. Le franc CFA, c'est un grand piège. Quand certaines personnes, facilement, en reprenant les discours voyous et irresponsables des dirigeants français, disent « quittez, si ça ne vous arrange pas », c'est très facile de le lire.
C'est très facile de le dire parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut qu'il y ait un véritable solde de nos avoirs dans le compte d'opération, un véritable solde. Ce n'est pas à la France de décider le nombre d'argent, le nombre d'argent que nous avons là-bas. Deuxièmement, il y a, euh, il y a un ensemble d'accords de transition qui s'imposent et qui devraient être partagés des deux côtés, en évitant tout piège, à savoir la continuité de la production monétaire, le temps de cette transition, la continuité d'un ensemble de garanties, etc. Mais tout ça, il y a eu dans les pratiques françaises démontrent qu'on ne peut pas compter sur la France en la matière. Mais je pense que les chefs d'État ont pris en compte tout ça et sont dans une stratégie pragmatique qui peut expliquer cette zone de non-droit, cette espèce de transition non juridique que nous sommes en train de constater. De manière plus fondamentale, il était difficile, les difficultés que nos dirigeants ont à sortir du franc CFA sont aussi liées au fait que le franc CFA est l'expression sous-régionale, est l'expression locale de l'étranglement économico-monétaire de nos pays au niveau global. Donc, la transformation de notre zone monétaire n'est pas possible sans une transformation, c'est pas, au niveau global d'un ensemble de mécanismes monétaires qui prévalent jusqu'ici. Donc, ça pose le problème d'une véritable réforme, d'une véritable transformation des relations monétaires internationales. Donc, ça impliquait de facto une transition. Mais nous, cette transition, pour nous, c'est clair, elle ne va déboucher inéluctablement que sur la mort du franc CFA. Comme nous avons dit dans une de nos conférences que nous ne voulons plus parler du franc CFA, parce que c'était une question réglée. Le débat pour nous aujourd'hui était d'accélérer la bataille pour créer les conditions, n'est-ce pas, d'une sortie du franc CFA qui ne déséquilibre pas de manière fondamentale notre économie, mais qui au contraire va plutôt la projeter, n'est-ce pas, dans un décollage réel et concret. Donc, voilà, on est là. Le président gère cette transition-là. Il gère ça dans des conditions, évidemment, qui ne sont pas faciles. La deuxième chose, c'est que ce sommet si extraordinaire traduit une fois de plus la résistance et l'audace que font, qui est l'œuvre de nos dirigeants. Depuis des années, nous savons que la France veut dévaluer. À une époque, elle dévaluait et imposait la décision aux dirigeants de la sous-région. Mais elle ne peut plus le faire. Vous avez bien vu qu'on a noté la présence anachronique de l'ambassadeur français. Nous y reviendrons. Il se cachait même. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il est là, mais il était là. Lui-même, il a honte d'être là. C'est vraiment anachronique sa présence. Mais hier, il aurait pris des grands airs. La France aurait été en première ligne pour expliquer, n'est-ce pas, comment à l'époque, en 1994, lors de la première dévaluation, ça avait été annoncé par le ministre français de l'époque des Finances, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était lui qui était en première ligne, n'est-ce pas, il prenait des grands airs. Vous voyez maintenant comment la France se cache derrière ces prétendues institutions internationales, elle se cache derrière pour manœuvrer. Donc les rapports de force ont vraiment changé. Et il faut être fier de ça, il faut toujours noter ça, faire ressortir ça dans le carcan diplomatique, ou bien dans la gangue diplomatique, ou bien le rideau diplomatique qui masque cette réalité-là. Donc, il y a ce niveau, il y a ça. Donc, la dévaluation n'a jamais cessé d'être à l'ordre du jour.
y compris même par rapport à ce sommet. Vous avez vu, on n'a même pas fait allusion. Et quand on voyait très bien l'issue du sommet, on sent très bien que les dirigeants de la sous-région euh, ne se sont pas laissés marcher dessus comme les autres fois. Et un ensemble d'engagements que nous voyons là, qui montrent que effectivement, ils ont obtenu quelque chose en retour de la continuité des mesures macroéconomiques. Donc, vraiment, une fois de plus, il faut saluer ça. Il faut saluer ça. Du moins, commençons à saluer ça avant de faire maintenant des critiques de fond, hein, des critiques de perspective en ce qui concerne cette sous-région sur le plan économique. Mais il faut d'abord ressortir tout cette réalité. Dernier élément sur cette question. Monsieur le Président, le dernier sommet qui s'est passé en 2016, qui s'est tenu à Malabo, il y avait un certain nombre de chantiers qui avaient été confiés à Monsieur Sassou Nguesso, notamment le programme de réforme économique et financière. Et il s'agissait de lutter contre les chocs économiques exogènes. Mais quand nous connaissons les structures de nos économies, Parler du preuve CEMAC. bref, CEMAC, mais quand nous connaissons les structures économiques de notre pays, fondamentalement néocoloniales, extraverties, avec l'économie de rente, la volatilité des cours de matières premières, pensez-vous que cette transition pour la souveraineté monétaire peut tenir sans une réelle réforme structurelle de l'économie de la zone CEMAC? Non, et c'est là où c'est là où nous avons tempéré l'optimisme et la joie qui normalement devraient être notre partage au regard de l'évolution des rapports de force que j'ai salué tout à l'heure. Il faut tempérer l'objectif. Il faut tempérer l'optimisme et la joie. Pour 2 ou 3 raisons. De manière fondamentale, il n'y a pas de géoéconomie sans maîtrise des aléas politiques. Or, les aléas politiques de la sous-région sont des aléas dont la maîtrise est difficile, pour ne pas dire plus. Les perspectives politiques du Cameroun, pas qu'on le dise, pas qu'on dise, sont inquiétantes. Puisque, vaut pas, les spéculations sur la succession du président, pour ne même pas dire de sa santé, sont alimentées matin, midi, soir par tous ceux qui ont fait de la conquête du pouvoir au Cameroun la raison d'être du Cameroun. Toutes les forces politiques qui spéculent, qui sont en train d'anticiper sur la succession du président, se fichent mal de tous ces paramètres économiques qui sont sur la table, sur les journaux. Leur problème, c'est de prendre le pouvoir. Et les relations avec les partenaires, ces partenaires qui étaient réunis là, sont des relations informelles, cachées, géopolitiques. Vous ne savez pas si vous voyez le jeu. C'est-à-dire ces partenaires-là se présentent tous comme des partenaires purement économiques, purement financiers, mais en réalité, ce sont des partenaires, ils font la politique. La Banque mondiale fait la politique, c'est des temps même, ils sont en train de devenir un parti politique mondial. La Banque mondiale, le FMI fait la politique en violation totale de leur statut, j'ai eu à le souligner de par le passé. En violation totale de leur statut. La Banque mondiale, le FMI, il leur était interdit de se mêler des affaires intérieures des États, au-dessus des États. Oui, oui. Mais elles ont contourné ça. Je parle, ces institutions l'ont contourné en se cachant derrière la lutte contre la corruption. Donc, vous voyez très bien le jeu qui se passe. C'est-à-dire, on fait semblant d'être la politique, mais en réalité, on fait de la politique. Et ce double jeu se fait en rapport avec des forces politiques internes à nos pays qui, eux, sont dans l'agenda, n'est-ce pas, politique à court terme, qui fait de la succession du président, n'est-ce pas, un enjeu de vie ou de mort. Alors, c'est vrai pour un pays comme le Cameroun, mais vous allez en Guinée équatoriale, c'est la même chose. Le débat se pose. Vous allez au Congo-Brazzaville, le débat se pose avec les tentations néo-dynastiques qu'on observe ici et là. Donc, ce sont des aléas. Ce sont des aléas importants. Alors, ça c'est un. Deuxièmement,
On voit très bien aujourd'hui, à travers ce sommet, à l'évidence, même ceux qui refusent de voir, nous avons tous été en présence des étrangleurs de nos économies. On était en face d'eux. Donc, ce n'est plus seulement une affaire de dire que les présidents, non, il n'y a pas de président sans ses partenaires. Voilà les étrangleurs de nos économies. On était en face d'eux. Puisque ce qu'ils appellent réforme relève simplement d'une macroéconomie néocoloniale qui n'a que faire de la libération économique de nos pays et le niveau de vie des populations. Sinon, on ne serait pas, si on prend le cas du Cameroun, au 7e cycle d'ajustement structurel et à l'issue desquels on ne voit pas d'amélioration substantielle des conditions de vie des populations et même de la situation générale de l'économie du pays dans le sens d'une véritable amélioration. Donc, il est question de s'assurer que les dettes sont remboursées. Il est question, dans le cadre de la macroéconomie, de s'assurer que on peut acheter ici ou là des bijoux de famille que l'on va gager pour s'assurer des décaissements, etc. Mais on sait que tout ça ne peut pas développer un pays. Un troisième niveau, les partenaires là, sont responsables, sont co-responsables des faibles performances économiques de nos pays. Il est important de souligner ça. Ces partenaires-là sont co-responsables. Je n'ai pas cessé de le dire. On ne peut pas prêter de l'argent indéfiniment à quelqu'un dont on prétend, entre autres, qu'il gère mal l'argent. Donc c'est ça. Or, le FMI, les banques mondiales et tous ces partenaires n'ont pas cessé de prêter de l'argent à nos États. Donc, nos États sont crédibles. Parce qu'on ne peut pas prêter l'argent à quelqu'un, ce n'est pas celui qui peut rembourser. Donc, de fait, nos États-là sont économiquement fiables. On est dans une répartition de travail entre l'architecture financière internationale partenaire de nos États et nos dirigeants. C'est une division de travail. On prête l'argent, nous sommes d'accord, nous sommes mariés, hein, de manière monogamique en passant, avec communauté de biens, nous sommes mariés et on s'entend pour que ce sont les populations qui nous enfilent le fardeau, n'est-ce pas, de l'endettement, de nos réformes aux populations. Et tant que le deal est respecté, il n'y a pas de problème, on va tout décaisser. De temps en temps, on fait le théâtre comme on a vu là. Donc, de manière fondamentale, voilà le deal. Il y a un deal. Je répète une fois de plus, on ne peut pas prêter de l'argent à des personnes ou bien à des emprunteurs qui ne sont pas en capacité de rembourser. Donc, si le FMI, la Banque mondiale, ses partenaires, continuent de prêter de l'argent à nos dirigeants avec en échange des faux programmes de réforme, ben, le message est clair. Donc, le deal, il est là. Donc, ils sont co-responsables. C'est pour ça que sur le plan politique, une politologie de cette situation nous amène, une fois de plus, à interpeller les hommes politiques, les partis politiques, qui, lorsqu'ils parlent de leur problème de gouvernance, centrent tout sur le président. Et ne disent rien sur les partenaires là. Les partenaires sont innocents. On n'a rien à leur reprocher. Nous, on dit que non. Il faut reprocher les gouvernements qui sont en place. Mais si on repose seulement le gouvernement sans interpeller à juste titre, avec vigueur, les soi-disant partenaires, cette critique n'est pas juste, elle est purement politicienne. Ça veut dire que ceux qui le font, ou ceux qui le font, travaillent dans le deal que je viens de souligner en amont, à savoir que les bailleurs de fonds là font semblant de ne pas faire la politique, alors qu'ils sont des politiciens, et que de ce fait, ils dealent avec des forces politiques en interne, dans le but de créer les conditions politiques qui affaiblissent qui affaiblissent les capacités de nos États à peser dans le rapport de force, qui structure les relations avec ces bailleurs de fonds. À un quatrième niveau, il y a un autre aspect très important.
l'absence criarde et gravissime de réciprocité. La réciprocité. Et je suis gentil, hein. J'aurais utilisé un autre mot. Mais comme nous voulons rester sérieux, continuons dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? On ne peut pas accepter un rapport avec nos partenaires qui établit le fait qu'ils sont nos maîtres et nous, on est leurs élèves. Chaque fois, ils viennent, ils parlent de nos économies, ils parlent de l'état de nos finances, etc. Ils nous imposent des contraintes. En retour, nos États n'ont pas un droit d'ingérence dans le fonctionnement de ces institutions, dans le sens de réviser totalement leurs chartes originelles. C'est le débat sur le changement des structures économiques internationales. C'est le débat sur ce qu'ils appellent la réforme des institutions internationales. C'est-à-dire, cette absence de réciprocité est normale. C'est-à-dire, on trouve que c'est normal. Ça trahit quoi? La nature coloniale et néocoloniale des relations qui nous lient au FMI, à la Banque mondiale, etc. Le LMP n'accepte pas ça. Les panafricanistes n'acceptent pas ça. C'est ça que nous combattons. Et c'est ça pour nous qui est l'élément fondamental dans l'analyse de nos relations avec ces structures-là. Ce sont des structures coloniales. De ce fait, leur responsabilité est aussi grande, même plus grande que celle de nos chefs d'État. Puisqu'on est dans un rapport colonial. À partir du moment où on est dans un rapport colonial, non, les termes du débat doivent changer. Parce qu'un colon est différent d'un colonisé. Le rapport qui lie un colon à un colonisé, ce n'est pas un rapport d'égalité, c'est un rapport de maître-esclave. Donc nous sommes dans des rapports de maître-esclave. Peu importe la sophistication avec laquelle on présente la situation, la manière dont on les traduit dans une technicité, pas au niveau du langage économique, ça ne change rien. Plus cette technicité du langage s'accélère, se bonifie, plus le rapport colonial s'aggrave. Il faut bien comprendre ce que je dis, hein? S'aggrave. Donc, voilà autant de raisons, n'est-ce pas, qui nous amènent à être extrêmement pessimistes quant à la capacité de cet ensemble constitué par les pays de la sous-région et ses partenaires, les étrangleurs, comme on a vu en présence là, à transformer réellement les économies, malgré toutes les réformes qu'on pourra faire. C'est ça le pessimisme là. Donc, nous on dit que tout ça, c'est pas mauvais en soi. Hein. Ça aurait pu relever de la simple discipline budgétaire, de la simple discipline macroéconomique. Oh, ce serait une très bonne chose si on n'était pas dans un rapport colonial. Mais quand on est dans un rapport colonial, avec en plus de la discipline macroéconomique, on n'est plus dans l'économie. On n'est pas dans l'économie. Président Bandakani, vous l'avez annoncé tout à l'heure, parlant de la critique de fond du sommet extraordinaire de la CEMAC qui a eu lieu il y a quelques jours. Nous avons à la fin de ce communiqué remarqué 2 points qui, pour nous et à notre humble avis, revêt un caractère élogieux du FMI et de la Banque mondiale. Où à la fin de la conférence a renouvelé l'engagement des États en faveur d'une politique d'endettement prudente. Ils ont arrangé, mais privilégiant des financements concessionnels, exhortant les ceci, les cela, pour flatter l'ego de la Banque mondiale et du FMI. Ils ont même invité les États à conclure dès que possible des programmes formels avec le FMI afin de bénéficier de son appui, alors que nous connaissons le rôle d'étrangleur, comme vous l'avez dit, que jouent ces 2 structures-là, la Banque mondiale et le FMI. Nous nous interrogeons, président Bandakani, est-ce que les pays de la CEMAC sont pris dans un piège du fatalisme d'endettement? Et aussi, est-ce que le FMI et la Banque mondiale sont l'horizon indépassable de la pensée politique et financière des pays de la zone CEMAC?
Voilà les questions véritablement économiques. Ça, c'est de l'économie. Mais d'abord, premièrement, les rapports entre les pays africains de la CEMAC et les étrangleurs, appelés partenaires, me font penser à un sketch d'un des plus grands humoristes camerounais et africains de tous les temps, Jean-Michel Cancan. Dieu né à Fana, père son âme. C'est comme ça qu'il s'appelait son vrai nom. Et je pense qu'il y avait un sketch où il insistait sur un certain Mandunga. Parce que je pense que lui, il y a un Mandunga. Mandunga avait l'argent de Cancan. Et Cancan était obligé de prendre soin de Mandunga. Cancan. Il dit que Mandunga, tu ne peux pas mourir. Je vais même te soigner. Si tu es malade, je te soigne. Pourvu que tu sois en état de rembourser mon argent. Quand il y a une dimension extrêmement prophétique dans ce sketch, quand on rapporte ça à notre relation avec ce que vous appelez, moi je les appelle les étrangleurs. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Vous verrez le nom là. Les étrangleurs. J'allais me dire ottoman. Étrangleurs ottomans. Ceux qui connaissent l'histoire savent pourquoi on peut appeler les Ottomans les étrangleurs. Hein? Bon, Ottomans, c'est passé. Hein? Ce sont les Turcs. On fait bien la différence entre les Ottomans et les Turcs. Historiquement, ce sont les mêmes gens, mais maintenant, l'État turc, c'était l'État turc. Ce n'est pas l'État ottoman. Même si Erdogan ne cesse pas de jouer euh, euh, au sultan ottoman. Donc, quand soignait, faisait tout pour que Mandunga ne meure pas. Donc, ces institutions internationales sont liées dans un rapport de fatalité, dans un rapport, ce type de rapport avec l'économie de la sous-région. Les États le savent. Les dirigeants le savent. En attendant le rapport de force favorable, ils ont joué le jeu. Mais ce rapport est réel. Tout à l'heure, je viens de vous expliquer euh, la substance. C'est ça aussi qui explique la fatalité des cycles d'endettement. Les institutions internationales, la BAD, le FMI, la Banque mondiale, pour ne citer que ces institutions-là, on va encore le rappeler, ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des vendeurs d'argent. De ce fait, ils doivent chercher des marchés pour l'argent, pour vendre de l'argent. Il faut créer des débouchés de vente d'argent. Vous bien comprendre cette affaire, hein? Vous n'avez pas faire je ne veux pas cesser de le rappeler, à titre pédagogique. Les missions de ces institutions n'ont rien à voir avec un quelconque développement, une quelconque transformation structurelle de notre économie. Ce ne sont pas leurs missions. Déjà que président, depuis qu'on fait recours à eux, les situations des États ne s'améliorent pas. La Banque africaine de développement, qui n'est africaine que de nom. Je répète encore. La Banque africaine de développement, qui n'est africaine que de nom, n'a pas pour mission au regard de la table des actionnaires, qui est l'instance fêtière de cette banque. Son rôle, ce n'est pas de développer les pays africains, mais c'est d'enrichir ses actionnaires. Il faut qu'on rappelle ça. C'est valable pour le FMI, c'est valable pour la Banque mondiale. Il ne faut pas cesser de rappeler ça. Je le répète encore. Dans un contexte mondial où l'argent a remplacé l'économie, il faut bien comprendre que le rôle de cette institution, c'est de créer des débouchés pour vendre de l'argent. Or, le moyen par excellence pour vendre de l'argent, c'est la dette. C'est la dette. Voilà. Alors, que ce soit en taux concessionnel, ça fait rire, ça c'est pour les naïfs. Oui, ce sont des taux bonifiés, des taux d'endettement qui ne sont pas dans les mêmes termes que les termes du marché réel. Ce sont des taux, il y a des avantages avec les années de grâce, etc. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien pour les économies bloquées. Pour les économies à structure figée et bloquée. Il faut qu'on amène tout ça terre à terre, que tout le monde comprenne.
Donc c'est ça, ça ne change rien. Pas grand-chose. Donc à ce niveau-là, il était important que je souligne, n'est-ce pas, que le caractère fatal de ces relations qui ne peuvent pas conduire, n'est-ce pas, à un vrai développement. Donc, vous avez raison de poser la question, est-ce l'horizon indépassable de nos économies? C'est la question fondamentale de l'économie africaine en ce début du XXIe siècle. Et quiconque veut faire l'économie en Afrique doit commencer par répondre à cette question. Même s'il a dit que, même si elles le voulaient, elles ne peuvent pas. Parce qu'elles n'ont pas été créées pour développer l'Afrique. Le FMI, en particulier, s'est retrouvé s'occupant de l'Afrique de manière accidentelle. Je dis bien de manière accidentelle. La Banque mondiale s'est trouvée s'occupant de l'Afrique de manière purement opportuniste. On a saisi une opportunité, on a transformé la vocation. Cette Banque mondiale-là n'est que l'autre nom d'un ensemble d'institutions qui étaient chargées de refinancer la reconstruction de l'Europe après les deux guerres. Le FMI, ses missions originelles, ce n'était pas de gérer l'Afrique. Ça n'a jamais été l'Afrique, ses missions originelles. C'était de prévenir l'instabilité monétaire au niveau mondial. Alors aujourd'hui, le FMI s'est retrouvé carrément centré pour l'essentiel de ses missions sur le continent africain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une institution est créée pour faire de la stabilité monétaire, mais elle se retrouve en train de financer l'impossible développement du continent africain, des États africains. L'impossible. En faisant semblant de ne pas voir tous les liens néocoloniaux qui font que les pays africains ne peuvent pas se développer. Enfin, le FMI finance la néocolonie, finance la néocolonisation. Donc, de ce fait, on ne peut pas accepter que cette institution soit l'horizon indépassable de notre économie. Or, c'est ce qu'on veut nous imposer. C'est ce qu'elles veulent nous imposer. Réduire l'économie, n'est-ce pas, au financement de la dette, au financement de la structure néocoloniale de nos économies. Et du coup, faire de nos dirigeants réduire la politique économique à la macroéconomie. C'est cela qu'il s'agit. On ne peut pas accepter ça. C'est le degré zéro de l'économie. Pourquoi Tunja avait dit qu'il s'est trompé toute sa vie, il aurait dû commencer par une école de guerre, Tunja en premier. Le plus grand économiste, pour nous, c'est le plus grand économiste hein, en matière de théorie économique, c'est le plus grand théoricien de l'économie en Afrique, Tunja en premier. Il a dit qu'il s'est trompé, il aurait dû commencer par une école de guerre, parce que c'est la guerre qu'on nous fait. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et il faut qu'on le sache. On nous fait la guerre par l'économie. C'est de la géoéconomie, là. C'est de la géopolitique économique. C'est-à-dire, on nous ferme, c'est-à-dire, on empêche l'émergence d'économies concurrentes par la stratégie, pas, de l'endettement, de la macroéconomie. Sous la tutelle du FMI, la Banque mondiale, et maintenant la BAD, Banque africaine de développement, soi-disant, alors qu'elle n'est pas du tout africaine. Donc, c'est une gigantesque escroquerie de laquelle il faut en sortir et y mettre fin le plus rapidement possible. Alors, vous allez me demander comment? Ben, c'est pas compliqué. Alors, le NMP est clair, nos démarches est claires, on a réfléchi à tout ça. On dit, OK, il faut considérer ça comme un acquis historique. Parce que tout ça a été financé par le travail des Africains. Donc, il faut considérer tout ça comme un acquis économique, mais qui va servir de marchepied à ce que j'appelle la programmation et une véritable réflexion sur, enfin, l'avènement d'une économie qui va développer les pays africains, qui va nous amener à faire réellement de l'économie. Alors, ça passe par une intelligence de l'économie et de la politique, qui ne pourrait pas faire l'économie d'une véritable décolonisation politique, elle-même qui va s'appuyer sur, n'est-ce pas, le déblocage, je reviens à votre question, de nos horizons économiques. Il faut faire de la théorie économique. Il faut théoriser notre économie. À partir d'une réflexion qui va désormais articuler la macroéconomie à la microéconomie.
en se projetant, en anticipant sur la multipolarisation du monde. Mais ça, ils savent, hein? Ces institutions savent, c'est pour ça qu'elles sont en train d'anticiper, elles sont tout le temps en train de s'alarmer. J'ai parlé de ça, l'alarmisme géoéconomique qui n'est pas justifié, on s'alarme parce parce qu'on est passé, il y a un demi-point, c'est pas, on a baissé d'un demi-point quant à la couverture de nos importations. Oh non, c'est la fin du monde, vraiment, il faut arrêter ça, il faut un sommet, les présidents doivent sortir de leur trou et venir s'asseoir, machin. Non. Mais regardez la situation des économies européennes. Regardez la situation de l'économie américaine. Vous n'entendez pas ce type de discours à ce qui concerne ces économies qui sont les plus mal gérées au monde. Est-ce qu'il y a un pays qui est mal géré que les États-Unis en matière économique? Les Américains font de la planche à billets. Il y a un pays qui est aussi mal géré que la France. La France devait être en situation la même que la Grèce. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on dit que ce n'est pas un problème. Ces fondamentaux sont solides. Quels fondamentaux? Chaque année, elle doit aller emprunter sur le marché financier 200 à 300 milliards de dollars. On trouve que non, c'est normal. Et la plupart, une bonne partie finançant son fonctionnement, hein? Et ses dépenses publiques. On trouve que c'est normal. Prenez l'Allemagne, c'est fini, l'Allemagne, c'est terminé là. C'est terminé. Mais quel est le pays européen qui est soumis à ce type d'étranglement structurel? Il n'y en a pas. Il n'y a que les Africains. Parce que nous sommes les esclaves économiques. Alors écoutez, nous n'acceptons pas au XXIe siècle le statut d'esclave. Nous ne sommes pas des esclaves économiques. Tout ça doit s'arrêter le plus rapidement possible. C'est la démarche des panafricanistes. Nous estimons qu'on est en train de vivre les dernières heures de la suprématie de ce carcan économique sur les pays africains, sur les pays de la CEMAC. On vit les dernières heures. J'estime que ce sommet-là participe pas le dernier sommet de ce type qu'on va tenir en Afrique. Voilà, c'est ça que, voilà, comme ça qu'il faut analyser ça. Monsieur le Président, toujours vous relancer sur cette question. Vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que le Cameroun finance la néocolonisation, qu'il faut réduire l'économie Oui, FMI. au FMI. Tous ces étrangleurs-là financent la néocolonisation. Et qu'au fond, nous n'avons pas de politique économique. Oui, et que notre économie consiste au remboursement de la dette et au financement des structures, des institutions macroéconomiques. L'accompagnement et la gestion des commis de rente. Monsieur le Président, nous voulons revenir... de l'extractivisme, etc. Voilà. Nous voulons vous donner quelques chiffres par rapport à la dette publique du Cameroun, oui, qui s'élève à 13 070 milliards de francs. C'est-à-dire ça a cru de près de 21%. 21 milliards de dollars à la fin de juin 2024. Et selon les données de la Caisse nationale d'amortissement, cela équivaut à environ 43,3% du PIB. Et c'est en hausse de 0,8% par rapport au trimestre précédent et de 4,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Monsieur le Président, quand vous avez fait votre analyse où vous parliez des réalités de l'économie néocoloniale de notre pays, est-ce que ça ne conforte pas ce pessimisme face à ce que vous avez qualifié de pragmatisme stratégique des dirigeants de la sous-région? Le pragmatisme stratégique n'est pas une fin, c'est un moyen. J'ai salué ça. Mais le vrai débat, c'est ça nous conduit où? Quelle est la perspective? Le problème, c'est qu'il y a pas, quand on voit, il n'y a pas de perspective. Parce que j'ai souligné les aléas politiques qui sont puissants. Ces aléas-là on les voit là. C'est-à-dire, ils sont tellement réels que il est très difficile de programmer, n'est-ce pas, notre économie d'ici 3, 4, 5 ans. Toujours dans le même sens, il y a également un point 16 concernant les résolutions, et je vais lire pour nos téléspectateurs, où il est mention de la conférence a renouvelé l'engagement des États en faveur d'une politique d'endettement prudente, privilégiant les financements concessionnels,
Elle a exhorté les partenaires au développement à une mobilisation plus forte des ressources financières pour soutenir la transformation structurelle des économies de la sous-région. Est-ce ce pragmatisme stratégique dont vous parliez? C'est-à-dire se servir du financement que les partenaires financiers du Cameroun vont lui octroyer, mais dans le sens de continuer la réforme structurelle de l'économie du Cameroun. Oui, bon, j'appelle ça, c'est de la macroéconomie, c'est-à-dire que oui. Tout ça, c'est du pragmatisme stratégique. Je l'ai dit, hein, c'est clair. Mais sans perspective, moi j'ai suivi l'emphase grandiloquente des dirigeants de la CEMAC que non, c'est une CEMAC rénovée, la révolution de la... Il y a une révolution, etc. Oui, ben, moi, je pense qu'on est on est dans de l'incantatoire. Ah, parce qu'on dit révolution, révolution, qui est révolution. Une révolution se traduit par des actes, des faits, pas, qui démontrent qu'on est en révolution. Ce ne sont pas des incantations, fussent-elles les plus généreuses, pas, qui font une révolution. Il faut être plus concret. Vous venez de souligner la dette du Cameroun. Je voudrais vous rappeler. Toutes ces mesures-là servent à quoi? Alors qu'on n'a aucune maîtrise sur les chocs exogènes. Ça sert à quoi? La dette du Cameroun a pratiquement augmenté de... On était à 7 000. On était aux environs de 7 000 de poussières. Comment vous expliquez qu'on passe subitement à près de 13 000 milliards? Pourquoi? C'est un choc exogène, c'est la crise ukrainienne. Vous voyez la vulnérabilité de notre économie? Bon, quand vous avez fini de faire toutes ces mesures-là, faites des sommets extraordinaires, si vous n'avez aucun moyen de réagir comme il faut à votre avantage sur les chocs exogènes, vous êtes en train de faire quoi? C'est pourquoi je dis que c'est un pragmatisme stratégique, mais dans le cadre de l'esclavage économique. C'est tout. Ça ne sert à rien à un esclave d'être pragmatique s'il ne change pas son statut d'esclave. Nous sommes dans l'économie de l'esclavage monétaire. Voilà comment un pays peut se retrouver pratiquement en train de voir sa dette doubler quasiment à cause d'un choc exogène. Et on n'a aucun moyen d'agir. L'Amérique a les moyens d'agir. La France a les moyens d'agir en transférant sur ses économies, voilà, l'économie africaine, c'est pas, c'est passif, etc. Tous ces pays ont des moyens d'agir. Elles sont des économies dynamiques dans le sens que elles ont organisé le monde de manière, n'est-ce pas, à tirer profit, n'est-ce pas, des chocs qui frappent l'économie mondiale, tout comme, n'est-ce pas, elles ont l'art de gérer la rente technologique à leur avantage. Nous n'avons pas ces leviers-là. Il ne faut pas se leurrer. La vie entre un optimisme géopolitique qui est lié à l'identification des rapports de force qu'on observe, mais je tempère ça par un pessimisme qui est lié au fait que ici on confond les moyens et la fin. On confond les moyens et la fin. Il faut que ce soit clair. Je dis les perspectives politiques des zones CEMAC ne sont pas de nature à clarifier, n'est-ce pas, les horizons économiques, quand on sait que, n'est-ce pas, des tentatives de néo-dynastisation politique sont en cours dans cette sous-région. Président Bandakani, vous avez parlé de l'esclavage monétaire et économique, et je pense que dans ce sujet, les mots sont plutôt très bien placés quand on sait que le sommet qui vient de se dérouler concernait uniquement la sous-région CEMAC et ses dirigeants. Nous avons vu la France se faire représenter par ces personnalités. Je pense, si je me trompe pas, l'ambassadeur a représenté la France à cette cérémonie qui en rien visiblement ne concernait la France. Et nous voulons ici interroger, président Bandakani, quel est le fondement juridique des accords monétaires et financiers qui lient les pays de la CEMAC et la France?
Mais dès le départ, c'est la colonisation, c'est un accord colonial. Donc, c'est l'esclavagiste qui attrape les esclaves, qui attrape les êtres humains et les transforme en esclaves. Et sur ce fait, érige un droit. Érige un droit hein, que lui il appelle droit. Il érige un droit sur le fait de l'esclavage. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ce traité est né en 1945. On était en pleine colonisation. Il faut rappeler ça. En pleine colonisation. Donc la France parlait à elle-même. C'est 3 Français qui ont signé le traité instituant la zone franc. Alors, toutes les réformes qu'il y a eu avant, il y en a eu 1 ou 2 ou 3 qu'il y a eu avant, n'ont rien changé. N'ont rien changé à la structure, n'est-ce pas, de cette zone monétaire qui est une zone esclavagiste, nazie. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quand vous demandez, c'est l'esclavage qui est à la fondation de la zone franc. C'est l'esclavage qui institue la zone franc. Alors, est-ce qu'on réforme l'esclavage? Toutes les tentatives qu'on voit là, les sommets en sommet, est-ce qu'on réforme l'esclavage? Non, non, non. L'esclave coupe la tête de son maître. L'esclave tue son maître et se libère. À la différence que maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège des esclaves qui est libre et qu'on retourne chez son maître. C'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que nous réfléchissons. Nous faisons il faut penser la théorie économique, il faut penser l'économie de la libération et de l'indépendance. C'est ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi dans la pure intelligence stratégique et géopolitique, nous disons que nous considérons la zone franc, tout ce qu'il y a eu là, comme un acquis. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Parce qu'une fois de plus, c'est le travail des populations africaines. Donc on n'a même pas besoin au XXIe siècle de faire une guerre économique en tant que telle. Il suffit de faire de la zone franc, de l'héritage de cette économie-là, un marchepied pour l'économie de l'émergence, pour l'économie de l'indépendance. Un marchepied. Donc, c'est pour ça que nous avons longtemps travaillé et anticipé sur le monde multipolaire. Multipolariser le développement, multipolariser l'économie. Voilà. Et cette économie coloniale mourra de sa propre mort, parce qu'elle n'est pas en capacité d'affronter le monde multipolaire. Or, le monde multipolaire, il est là. On ne le cherche pas, il est là. Monsieur Yvon Sana Bangui, à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, tenue le 16 décembre 2024 à Yaoundé au Cameroun, je cite, je prends quelques parties, malgré l'amélioration de certains agrégats macroéconomiques, les perspectives économiques sous-régionales sont sujettes à des vulnérabilités potentielles, notamment sur le front de la gestion des finances publiques, de la dette, ainsi que de la soutenabilité de la gestion de la position extérieure de la sous-région. C'est tout ce que je fais que dire. Il le reconnaît. Mais il va plus loin. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. La BEAC est déterminée à jouer son rôle et à travers les institutions communautaires et les partenaires au développement pour préserver, la stabilité du secteur financier et renforcer la position extérieure. Dans cette optique, une attention particulière sera accordée, et c'est ça qui nous intéresse, au renforcement de l'indépendance et des capacités de la Banque centrale. Le franc CFA étant mort sur le plan juridique, c'est ce qu'on attend de la BEAC. À la gestion de l'exposition des banques au risque souverain. Tout cet endettement qu'on prend partout, les emprunts que les États ne cessent de faire, que ce soit même en interne ou en externe. Parce que quand on fait les plans entre nous, c'est bien. Mais tant qu'on sera adossé à cette dictature des devises, la différence entre un prêt interne et un prêt externe sera quoi à la fin? C'est ça le problème. Donc, l'exposition des banques au risque souverain et l'application de la réglementation d'échange dans les secteurs pétroliers et miniers. Écoutez très bien, c'est ça qui est intéressant. Très intéressant. En vue du rapatriement effectif des fonds de restauration des sites, les fonds S, et de la domicile extractive dans la sous-région. Ça, je vous demande toujours depuis le début de l'émission, pourquoi on a laissé à la Banque centrale de dire ça? Pourquoi?
On comprend que le chef d'État ne voulait pas. On comprend qu'on est en diplomatie. Mais pour moi, c'est le plus important. D'abord, avoir une banque centrale indépendante et transparente. Mais cette fois-là, je persiste. Il y a un gros piège. Indépendante par rapport à qui? C'est le problème. Tous les partenaires là sont prêts à jouer le jeu d'une banque centrale indépendante. Alors que la banque centrale doit être indépendante du carcan néocolonial monétaire, mais dépendante des États. C'est ça la nuance. Oui, une banque centrale indépendante de la France et de tous ses partenaires-là, mais dépendante de nos États. On va aller plus loin. Voilà une banque centrale qui émet de la monnaie depuis 60 ans, parlons comme ça. Mais il est temps qu'elle en crée et en fabrique. Dans une démarche sous-régionale. Je répète, il est temps qu'elle en fabrique. De la fabrication monétaire, désormais, vont venir à la banque centrale. Ça va être un très grand pas dans notre maîtrise monétaire. Qu'est-ce qu'il y a à la banque centrale? Que désormais, on a chamaillère. Oh oui, technique, technicité, oui, technique, technologie. Il faut commencer. C'est ça qu'il faut, il faut faire ça. On ne dit pas tout dans une émission, nous regardons nos choses, mais qu'on voit là où nous sommes en train d'aller, qu'on voit les perspectives que nous dessinons. Et ces perspectives ne sont pas des rêveries, c'est très concret. Je vais terminer par là pour vous dire que c'est ça qui m'intéresse, moi, dans cette affaire. Que dans la BA qui a dit ça. C'est une très... Je répète encore, la caducité du traité, on crée un boulevard. Il faut s'y engouffrer. Mais là, il faut lever les aléas politiques que j'ai dit là. Il faut lever ça. Parce que c'est sur ça que la France joue. Pour, vous avez parlé de l'ambassadeur. Il faisait quoi là? Il est là pour suivre les pays politiquement. Aggraver nos contradictions. Entretenir les vérités néo-dynastiques en même temps qu'elle gère les oppositions pour créer le chaos le moment venu et favoriser un retour en arrière. Dans une perspective, je répète encore, où on sera même prêt à dire que d'accord, le front s'est fait mort, on est même pour que les banques centrales soient indépendantes. Dans le contexte actuel, ce n'est pas ça qu'il faut pour les pays africains, pour le pays de la CEMA. La banque centrale doit être indépendante de la France, indépendante de tous ces gens-ci-là, mais dépendante des chefs d'État. Pour qu'il y ait une véritable monétaire, pourvu que les dirigeants soient des patriotes. Des patriotes. Je vais terminer en insistant sur, en clarifiant un peu le problème qu'on a avec ce qu'on appelle devise. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la spéculation. Le franc CFA n'existant nulle part dans le monde, ça finit ici. C'est un bout de papier que personne n'utilise en dehors de nous. Donc, ce n'est pas une devise. Pour que nous accédions à des devises, il y a un coût. Il y a le coût de la convertibilité, que la France nous a longtemps vendu. Très cher, payé très cher. Mais même quand la France n'est pas là, le FMI, la Banque mondiale, tous ces gens-là, ils nous vendent ça. Parce que la Banque africaine, c'est quoi? Le FMI, c'est quoi? Ces gens-là, c'est quoi? Ils vont emprunter sur les marchés financiers. Ils empruntent sur les marchés financiers, qu'est-ce que vous croyez? Ils vont emprunter à des bas. Moi, nous le vendons ça à combien? À 2%. Vous simplifiez ça. Mais des gens sont prêts à mettre vos pays à feu et à sang pour continuer à avoir une main sur cette marge-là. Parce qu'entre cette marge-là, les gens spéculent sur des centaines et des centaines de milliards de dollars de prêts qu'on nous fait. Madame Charlotte. Vous voyez? Vous voyez l'enjeu? Or, au sens réel du terme, va annuler ça. Et là, il faut qu'on s'organise. Le monde multipolaire qui arrive, c'est l'intelligence géopolitique et géoéconomique qui va jouer à ce moment-là. Il faut qu'on s'organise pour que, n'est-ce pas, pour transformer nos monnaies en devises. C'est le grand défi du XXIe siècle. C'est le grand défi économique du XXIe siècle. Et c'est à notre portée. Merci, Président, pour votre analyse. Nous allons sans plus tarder faire un grand saut dans notre deuxième actualité brûlante
avec l'affaire de la présidente de l'administration, du conseil administratif, autant pour moi, du REDAC, cette dame-là, la maître Alice Combe, qui a déchiré les scellés Qui a brisé les qui a scellés. brisé les scellés, comme le jargon juridique le dit, et devant la presse nationale. Et nous allons nous arrêter un instant, président Bandakani, pour prendre votre analyse sur un ensemble de questions. Et président Bandakani, l'actualité nationale au Cameroun est caractérisée par une surenchère sur les droits de l'homme, les droits humains, sur le fonds de suspension de certaines organisations supposées de défense des droits de l'homme. Elle se revendique défenseuse des droits de l'homme et de l'humain, président Bandakani. Et nous savons comment ce jargon-là fait l'objet d'une récupération politicienne. Tout le temps, les hommes politiques nationaux nous rappellent protection des droits de l'homme par-ci, par-là, même si au fond, c'est pas souvent le cas. Et nous voulons nous arrêter un instant pour avoir des clarifications de votre part, président Bandakani. Quelles sont les clarifications que vous pouvez apporter aux notions de droits de l'homme et de droits humains? Mais il faudra d'abord, il faudrait pour ça beaucoup de temps. Hein. Comme on n'en a pas, on va être obligé de synthétiser, de ramasser ce qu'on peut dire par rapport à votre question. Les notions de droits de l'homme sont consacrées, pour ne pas en rappeler les origines, sont consacrées dans la Charte des Nations Unies. Je pense que c'est la Charte des Nations Unies, un des piliers de sa légitimité relève justement de la protection des droits de l'homme. Or, comme nous dit cette charte, elle nous dit que les droits de l'homme sont indivisibles. Je répète, indivisibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les droits économiques, culturels et sociaux des droits politiques. Si vous faites ça, vous n'êtes plus dans les droits de l'homme. Or, en quoi s'est spécialisée cette affaire que vous appelez REDAC, c'est quoi? Entre autres, c'est défense des droits de l'homme. On voit très bien que, du point de vue philosophique, du point de vue moral, du point de vue même de son objet, il y a escroquerie, il y a mensonge, il y a de la félonie. Pourquoi est-ce qu'on parle? On n'est pas dans les droits de l'homme. Puisque je vous démontre que, et je vous renvoie à l'étude de la Charte des Nations Unies, je vous renvoie à toute l'histoire des droits de l'homme depuis la Révolution française, qui va consacrer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France en 1889. Les audits sont exacts. Allez voir. Dans toute l'histoire des droits de l'homme, toutes les théories et les développements qu'il y a eu autour n'ont pas remis en cause son indivisibilité. L'ONU s'est présenté comme étant le lieu d'atterrissage de toute cette dynamique intellectuelle, théorique, philosophique autour des droits de l'homme, et elle en a dégagé la synthèse telle que je viens de vous la signifier. Je réduis tout ça dans l'indivisibilité des droits de l'homme. Donc, et on voit, à partir de là, on est dans l'escroquerie et le mensonge. Vous ne pouvez pas défendre les droits de l'homme en vous spécialisant dans les droits politiques, en laissant de côté la contrepartie économique, sociale, culturelle et culturelle. Pourquoi? Quand on se concentre seulement dans les droits politiques, eh bien on fait de la politique. Puisqu'on est aux prises avec les États, qu'on présente comme étant les seuls violateurs des droits de l'homme. Or, ce n'est pas vrai. Les puissances religieuses violent les droits de l'homme. Les puissances économiques violent les droits de l'homme. Les puissances même culturelles violent, etc. En le faisant, en se spécialisant dans ce que je viens de souligner, ces ONG, cette association, je répète encore, sont dans l'escroquerie. Et les naïfs en font des
héroïne de la défense des droits de l'homme. Pour une frange de la population, cette dame-là est une héroïne. Ça fait rire. Ça fait même pitié. De faire croire que des personnes qui mentent sur l'objet de leur résistance, n'est-ce pas, peuvent être des héroïnes. Donc, de ce point de vue, on n'est pas dans la défense des droits de l'homme. Le choix est clair. On est dans l'impérialisme. On est des relais de l'impérialisme sous ses formes diverses. Et ça a des avantages, Madame Charlotte. Ça a des avantages, mais je reviendrai à la fin de mon développement. Un deuxième niveau. On est passé de droit de l'homme à droit humain. De quel humain parle-t-on? Il faut que ces gens-là nous justifient en quoi la défense de l'homosexualité est une défense des droits de l'homme. En quoi? Puisque l'homosexualité, c'est la négation de l'être humain tel qu'il a été défini depuis la nuit des temps, dans son unité. Unité du point de vue de l'individu, mais unité du point de vue de l'espèce. Toutes les théories sur l'homosexualité postulent la négation de l'être humain, telles que les religions, les cultures, les sociétés, l'ont défini. Nous ne sommes pas des gens bornés. Mais si on veut faire une révolution, on pose cette révolution-là sur des bases théoriques sérieuses. Pas qu'on reprend à son compte des expériences, des hallucinations, les aventures de lobbies, de groupes d'intérêt qui ont décidé, n'est-ce pas, de nous faire passer du statut d'espèce humaine à un nouveau statut dont personne ne connaît véritablement l'énoncé, la transhumanité. Puisque toute cette théorie-là, toute l'homosexualité dans son ensemble, dans son intégralité, pose qu'il n'y a plus de différence déjà. Il n'y a même pas de différence de sexe. Voilà. Ça pose la transidentité. Je peux devenir un homme aujourd'hui, demain je deviens une femme, etc. On peut aller avec des animaux, c'est pas... Mais tout ça, ça a des conséquences, ça suppose un ensemble de théories et de justifications, mais qui ne relèvent pas de l'humanité. Donc, quand vous voyez tout ça, à qui avons-nous affaire? À quoi avons-nous affaire? À du business. Le REDA, entre autres, ce sont des entreprises d'un autre genre qui gagnent de l'argent, c'est pas, sur la base d'un fonds de commerce qui se présente comme une organisation qui défend les droits de l'homme, etc. Mais en réalité, tout ça tourne autour de l'argent. Ce sont des organisations à but non lucratif, mais en réalité, dans le fait, à but lucratif. Alors, on fait cette précision-là, c'est de l'argent. Il n'y a rien derrière en termes d'engagement. L'homme que vous parlez a été, je sais de quoi je parle, j'ai été confronté à cette dame dans son bureau. La séparation, la violence qu'on fait subir à la notion de droit de l'homme, violence extraordinaire, qui nie son indivisibilité, a amené cette dame-là et ses protecteurs à déclarer la guerre à Afrique Média. Ils avaient juré de dissoudre de fermer Afrique Média. Pourquoi on veut nous fermer? Parce qu'on était dans l'anti-impérialiste. Puisque nous, la table là. Et parlons de montrer qu'on a affaire à du banditisme pur et simple. À de la fémania, droit de l'homme. On a vu ça. Il dit ça. C'est une opposition de principe qui nous sépare de ces gens-là. Mais quand on a fini de dire ça, c'est le lieu pour moi ici de souligner que nous reconnaissons que le gouvernement représenté par le ministre est dans la légalité. Il suffit de convoquer ici la loi sur les associations,
la loi numéro 90-053 du 19 décembre 1990 qui régit le fonctionnement des associations au Cameroun. Bon, étant convenu que lui-même, le rédacteur m'affirme qu'il n'est pas une ONG. C'est lui qui n'est pas une ONG. Donc, il tombe sur le coup de la loi sur les associations. Alors, cette loi-là, c'est l'article 11 et 13. Alinéa 1, 2 et 4, ce qui concerne l'article 13. En cet article 15 aussi, et même verset, nous présente un ensemble de dispositions qui donnent le pouvoir et justifient au ministre de l'administration territoriale et justifie son action. Donc le ministre est dans la pure légalité. Donc, en ayant brisé les scellés, on est dans une situation où une association se constitue comme étant un État dans l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est inacceptable. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique maintenant le discours de sa directrice. Parce que de confondre par le PCA et la directrice. Moi, je ne veux pas citer leur nom. Nous avons eu écho de ce que Madame Ngombe se désolidarisait de l'acte qu'a posé la PCA du REDAC. Elle s'est complètement désolidarisée de ce qu'elle respecte l'État, elle respecte la réglementation en vigueur sur les associations et elle préfère privilégier un dialogue que de briser les règles comme l'a fait la présidente du conseil administratif. Oui. Briser les scellés, vous voulez dire. Mais vous avez la responsabilité d'appeler son nom. Mais maintenant, la nouvelle division du travail entre la PCA et sa directrice, qui sont mère et fille, va tromper les naïfs. Mais quand on a fini de faire le bruit dans les réseaux sociaux, d'amener le monde et de se présenter en Zorro qui défie l'État, mais à quoi ça sert maintenant de venir nous faire ce théâtre de se répartir de nouveaux rôles? Maintenant, il y a une personne qui prend le dialogue, il y a l'autre comme présente dans les médias comme celle qui défie, qui ne répond pas aux convocations de ce préfet, alors qu'il n'y a aucune défiance. Elle demande simplement qu'on attende que son avocat revienne et qu'elle puisse être assistée conformément à la loi. Monsieur le préfet fait bien de lui garantir, n'est-ce pas, de lui donner une marge de temps. En la matière. Donc, c'est bien. Mais dans les réseaux sociaux, on alimente l'idée d'une femme toute puissante qui défie l'État, qui dans ses propos même a dit qu'elle est la patronne du patron d'Atangandi. Bon, ça a été dit. On alimente tout ça dans une dynamique faussement révolutionnaire qui va finir par s'aplatir, comme les autres initiatives précédentes. Mais tout ça, c'est l'argent. Hein? Tout ça, c'est de l'argent. Tout ce qu'on a, c'est de l'argent. Quand on a fini de dire ça maintenant, il faut se poser des véritables questions maintenant. Pourquoi c'est maintenant que l'État se réveille? Moi, dans cette affaire, je refuse de donner un chèque en blanc à l'État du Cameroun. Moi, je suis désolé, je salue le ministre Atangandi. Moi, je ne donne pas de chèque en blanc à l'État du Cameroun. Pourquoi décider que cette ONG? Oui, et président, pour ajouter à ce que vous dites, normalement, étant donné que le code pénal proscrit déjà la promotion de l'homosexualité sur le territoire camerounais et que nous connaissons que Maître Alice Combet est célèbre par le soutien qu'elle apporte au mouvement LGBT, elle aurait peut-être dû déjà faire l'objet des arrestations depuis longtemps. Puisque tout ça est fait derrière un magistère qui serait intouchable, qui est revêtu du sceau de l'infaillibilité, qui est même divin, la promotion et la défense de l'homosexualité. D'ailleurs, qu'on la pratique et qu'on croit en elle, et qu'un avocat défend des personnes sans défense, etc., on se cache derrière
l'honneur de l'avocature. C'est qu'il y a derrière l'honneur du statut d'avocat. Pour dire que oui, on peut défendre tout et tout, c'est comme ça. On fait les mélanges déjà. Quand on opère dans le cadre d'une association de droits de l'homme, c'est différent. N'est-ce pas que lorsqu'on opère comme avocat, dans le prétoire, c'est pas la même chose. Lorsqu'on va se cacher derrière une association pour faire de la politique et, et être des zélateurs périphériques de l'impérialisme mondial, pas qu'après, quand on est confronté devant ces actes, on commence à dire que non, l'avocat défend. C'est pas l'avocat qu'on poursuit ici. On poursuit ici une dame qui prétend défendre les droits de l'homme et qui fait autre chose. Alors, donc quand j'ai fini de dire ça, je vais être très précis. Je reviens à ce que tout à l'heure j'étais en train de dire. Je ne signe pas de chèque en blanc à l'État du Cameroun dans cette affaire. Parce que cet État, dans le passé, dans le traitement de la question de l'homosexualité au Cameroun. C'est-à-dire qu'on condamne ça le jour, on prend même des positions fortes quand c'est nécessaire devant certaines initiatives comme le fameux ambassadeur français aux droits de l'homme, à l'homosexualité qui devait venir ici. Pour tenir une conférence. Une conférence, le gouvernement a brillé par sa fermeté. Mais pendant ce temps, on tolère cette promotion de cette affaire sur le territoire national. Allez à Bali, vous allez voir l'impact de la sonde de Redac. Allez, vous allez voir, on fait semblant de combattre, mais on laisse faire. Nous, on n'a pas cessé d'interpeller l'État du Cameroun sur cette affaire depuis très longtemps. L'État a laissé faire. Alors maintenant, que l'État se réveille, qu'il nous montre qu'il est sérieux dans son réveil et qu'il va aller au bout. Deuxièmement, il faut qu'on soit dans le fond, maintenant dans la querelle juridique qu'on met en avant pour réduire l'affaire à une affaire de brisement des scellés. C'est-à-dire on veut réduire l'affaire à brisement des scellés, à savoir l'égalité ou de la pose des scellés. Ben, ça fait rire. Et là encore, il faut que l'État soit clair. Dans les arguments, dans la démarche de monsieur le préfet, j'ai cru entendre, je peux me tromper, hein, j'ai cru voir qu'il mettait en avant le caractère illégal. Parce que le préfet a sorti un communiqué officiel. Quand moi j'ai lu ça, il se dégage que le préfet met en avant la promotion de ces choses ignobles, telles que lui me le décrit dans son communiqué. Je suis d'accord avec ça. Oui, d'accord, ok. Mais la vérité, c'est... Non, on veut voir la vérité. On suspend cette ONG parce qu'elle fait la promotion de l'homosexualité qui est interdite au Cameroun, ou bien parce qu'elle reçoit des financements étrangers de manière illicite. Les choses doivent être clarifiées. Nous, on dit que normalement, c'est-à-dire que toute l'action de cette ONG est illégale et injustifiée sur notre territoire. Et ne devrait pas être tolérée depuis des années par les autorités administratives. Deuxièmement, moi je n'entre pas dans la querelle du brisement des scellés. Parce que il y a des instances appropriées pour régler ce genre de problème dans notre pays. Il y a des instances appropriées. Alors si on nous dit, comme j'entends ici et là, que non, ceux qui volent l'argent du pays rendent compte à qui? Dans ce cas, alors, il faut qu'on ait au bout d'une telle logique. Même les bandits sont autorisés à aller piller la maison de leurs voisins parce qu'au Cameroun, les ministres volent et ils ne sont pas arrêtés. Les gens doivent faire attention. Vous voyez comment, à quoi est-ce qu'on peut arriver. Le héros ou l'héroïne est quelqu'un qui viole la loi pour une cause supérieure. Et qui est donc héros parce que il est même prêt à assumer toutes les conséquences de ses actes. Parce qu'il est héros parce qu'il viole la loi. Il sait qu'il viole la loi. Mais, parce que sa cause est supérieure, il risque même sa vie pour ça. En quoi cette cause-là, en quoi la cause que cette ONG défend est supérieure? Nous avons démontré que ça n'a
Il n'y a pas de cause là-bas. Il y a l'argent. Il y a l'argent et les ambitions politiques qu'on cache derrière la société civile. Puisque on sait très bien les, les liens qui lient cette dame avec les organisations politiques, c'est pas, qui veulent renverser ouvertement l'État, qui fournissent des armes, n'est-ce pas, aux ambazoniens, etc. C'est connu, ça ne cache même pas. Ça ne cache même pas. Voilà. Donc, les prix qu'on reçoit, n'est-ce pas, de hauts représentants de l'impérialisme international, ces prix-là sont présentés comme des trophées universels, n'est-ce pas, qu'il faut célébrer, etc. Donc, les choses sont claires. Donc, il faut que l'État doit être clair. C'est-à-dire que c'est un G. Le REDAC est poursuivi pourquoi? Elle a été suspendue pourquoi? Parce qu'elle reçoit des fonds qu'elle n'arrive pas à justifier, ou bien parce que même l'objet de son existence est déjà un problème pour le Cameroun. L'État a clarifié sa position par rapport à ça. Il ne faut pas nous embarquer dans les combats dont on ne veut pas, qui ne sont pas clairs. Qui ne sont pas clairs. Il y a les enfants à protéger dans ce pays. Il y a la morale publique à protéger dans ce pays. Il y a nos mœurs à protéger dans ce pays. On soit clair. Vous allez créer une association en France qui fait la promotion de la polygamie. Vous pouvez créer en France une association qui lutte contre l'homosexualité en France. N'est-ce pas? Ne sont des libertés. En France qui dit ouvertement que je lutte contre l'homosexualité. Au nom de l'homophobie, on lui dira, monsieur, que c'est sans objet. Alors que dans un pays de liberté, on devrait laisser le droit aux gens de dire qu'ils sont contre l'homosexualité et de militer pour promouvoir des valeurs autres que ça. Chez nous ici, l'État laisse faire, et puis un matin on se réveille, vraiment, il faut maintenant que chacun se prononce, etc. De manière claire, de manière claire sur la table les raisons, et les assume. Pour l'instant, le ministre Tangandi a fait une conférence. Lui, il est clair. Hein? Moi, je fais la part entre le ministre Tangandi, qui est arrivé au MINAT il n'y a pas très longtemps, qui, sur la question, là, je vois en très peu de temps, il a décidé de prendre les taureaux par l'école. Mais avant, M. Tangandi, mais combien de ministres sont passés au MINAT? Combien de ministres sont passés au MINAT? Et on a laissé faire, l'État regarde faire depuis combien d'années? Et alors, à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Monsieur le Président, sur la question du REDAC, vous avez donné des propos introductifs sur la clarification de la notion de droits de l'homme et des droits humains. Vous avez parlé de la mutation qui s'est opérée au travers de ce concept et les enjeux de la transidentité qui étaient masqués derrière. Vous avez également rappelé les prérogatives du ministre de l'administration territoriale en citant certains articles, notamment l'article 13, 15 et 27 de la loi 90. Oui. Toujours dans le même sens, vous avez dit que vous ne donnez pas un blanc-seing à l'État. Monsieur le Président, revenons sur la conférence de presse du ministre Tangandi. Nous voulons un peu rappeler le contexte de ses propos. Il dit ceci, le 10 décembre 2024, il était face à la presse. Je vais résumer ses propos. Il était face à la presse avec l'intention de faire la lumière sur la suspension de 5 organisations non gouvernementales, lesquelles ont agi à l'encontre de la loi, notamment le REDAC 1, Réseau d'organisations de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, et le REDAC 2, l'Association charitable socio-culturelle du Cameroun, et le Reach Out Cameroun. Dans son propos, le ministre a précisé les dispositions pertinentes de la loi de 90 sur la liberté d'association, qui impose aux organisations exerçant sur le territoire national de fournir annuellement aux services territorialement compétents un rapport d'activité, ainsi que l'état de la provenance de leurs fonds. Et le ministre a avancé une somme de 16 milliards qui, pour lui, n'était pas effectuée dans le cadre d'une transparence. Monsieur le Président, le fait que vous ne donnez pas un blanc-seing à l'État dans cette affaire, du fait qu'il ne clarifie pas réellement sa position par rapport à cette organisation, est-ce qu'il poursuit cette organisation pour la promotion de l'homosexualité
ou alors il poursuit cette organisation pour le financement illicite de ses activités. Ne sommes-nous pas là dans une opération de distraction De la part de qui? De l'État? de la part de l'État? Si elle ne clarifie pas cette question fondamentale que vous avez soulevée. Je n'entrerai pas dans les procès d'intention, pour la simple raison que ce serait des procès d'intention. Mais même le ministre, dans son exposé, il a dit que ce n'était pas une affaire de liberté. Que lui, il a insisté sur la question de financement illicite. Je n'ai pas ma possession l'information qu'a le ministre Tangandi. Parce que normalement, de ce fait-là, il faudrait justifier et démontrer vraiment que non seulement il y a des financements, mais qu'en plus, ils sont illicites. Il ne suffirait pas que le ministre le dise. Encore que l'État, encore que les prérogatives sont claires, avec des possibilités de recours. Pourquoi tu as dit que sur la question du brisement des scellés, moi, je préfère ne pas parler de ça parce que, n'étant pas dans un état de sauvagerie, on ne conçoit pas que les gens se rendent justice eux-mêmes. Voilà. Avec en plus les statuts qu'on met en avant. Imaginez que tous les avocats du Cameroun commencent, au nom de leur métier, à se rendre justice dans tous les problèmes qu'ils ont. Donc je ne reviens pas sur ce niveau, au niveau où on est arrivé là. Nous laissons à l'État la mission et l'obligation de rétablir l'état de droit dans de pareilles situations. Alors, mais pour revenir à votre question, je dis, je n'ai pas les informations qu'a le ministre Tangandi. Des voies judiciaires existent pour obliger l'État à se justifier, à démontrer qu'on n'est pas dans une chasse aux sorcières. On demande de montrer qu'effectivement, à partir du moment où on ne la poursuit pas, où l'ONG n'est pas poursuivie pour promotion, pas de pratiques interdites sur le territoire, mais il faudra que l'État puisse justifier que, voilà, effectivement, tu as des financements illicites. Il nous a donné un montant. C'est déjà une avancée. Il a donné un montant. Mais encore que là, on n'est pas obligé de prendre le ministre au mot, de le croire à ses paroles. Je ne dis pas que moi je ne le crois pas, mais je dis que d'autres ne sont pas obligés de le croire à ses paroles. Il faudra qu'à un moment donné, si on décide simplement de dissoudre l'ONG pour ça, et qu'on n'est pas en train de soutenir l'ONG parce qu'on fait la promotion des droits de l'homme, pardon, de l'homosexualité, et qu'on transforme les droits de l'homme en droits humains, et plus tard, en même temps, en droit de promotion des LGBT, ben, moi, je peux m'embarquer dans une telle opération. Je maintiens que moi, je ne vais pas signer un chèque en blanc à l'État du Cameroun par rapport à ça. Et l'État du Cameroun doit clarifier si dans sa conception des droits de l'homme, il admet que les LGBT sont des droits de l'homme, sont des droits humains. Mais l'État, à l'apparence, n'est-ce pas, dans les discours et tout, et même par rapport au code pénal, comme a si bien souligné Mme Dianguele, l'État dit que droits de l'homme sur mon territoire n'a rien à voir avec les LGBT. C'est l'État qui le dit. Mais comment en même temps on peut affirmer ça et tolérer sur l'étendue du territoire une association qui fait ouvertement la promotion, n'est-ce pas, de la promotion de cette saleté, en s'en cachant derrière la défense des droits humains. Alors que quand on regarde le fonctionnement de cette ONG, l'essentiel de son activité consiste à ce qu'ils appellent la défense des droits humains. C'est-à-dire une couverture pour la promotion de LGBT et de l'homosexualité. Donc vraiment, moi, je ne suis pas de ceux qui fondent beaucoup d'espoir sur cette agitation qu'on appelle société civile chez nous. Tout ça, ça a à voir avec du business, les gens cherchent l'argent. C'est un débouché d'emploi. Beaucoup de personnes qui n'en avaient plus, n'est-ce pas, l'Occident s'en sert énormément. Il y a des financements, n'est-ce pas, qu'on trouve ici et là. Ça explique en grande partie cette effervescence, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle cette effervescence autour du marché de la société civile. Le marché des droits de l'homme avec une société civile, n'est-ce pas, qui a trouvé son filon.
Donc, vraiment, moi, c'est sans illusion que je vois tout ça. Il faut une action ferme de la part de l'État pour préserver l'identité anthropologique, l'identité spirituelle, religieuse, culturelle de nos peuples, dans un monde où les conflits de civilisation sont au cœur de la géopolitique. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu cette action ferme-là. Moi, je vois une ambivalence au niveau de l'État. Et c'est cette ambivalence qui m'amène à vous dire que je ne signe pas un chèque en blanc à l'État, même si, n'est-ce pas, le ministre a tout notre soutien dans le cadre de cette action. Président Banakani, en une minute, alors que nous arrivons déjà au thème de cette émission, nous voulons, par la sortie récente, toujours dans l'actualité brûlante, de l'ancien président, si on peut le dire comme ça, Bachar al-Assad, qui a fait une sortie qui vient plutôt encourager votre avant-gardisme là, parce que vous n'avez pas pris des positions comme les autres et la sortie de l'ancien président syrien vient plutôt vous donner raison. Quel est votre commentaire en une minute, président, sur cette sortie-là, si jamais vous l'avez écouté? Mais si j'ai déjà écouté non seulement le président Bachar, mais aussi le président Poutine. Mais une fois de plus, il faut être quelqu'un de complètement borné pour accorder la moindre importance aux médias mainstream. Médias mensonges. Et le mensonge est devenu, on n'est pas seulement en train de mentir, le mensonge couvre, promeut et protège les crimes. Donc c'est un mensonge criminel. Ils mentent comme ils respirent et ils n'ont plus d'éthique, ils n'ont plus de morale. Bref, les lignes rouges ont été longtemps franchies avec ces médias. Donc, on a dit Bachar a été chassé, il a été renversé, etc. Toute une campagne s'est levée. Mais nous n'avons fait que sur la base des informations que nous avons et sur notre avant-gardisme géopolitique, on a rappelé simplement de l'évidence. Il est parti de lui-même, il n'a pas été renversé. Les Russes lui ont demandé de se retirer et il s'est retiré. Et maintenant, le président Poutine, quand les mêmes occidentaux font une campagne pour dire voilà, la Russie n'est pas fiable, elle n'est pas en mesure de protéger ses partenaires, etc. Donc, cette russophobie primaire, c'est pas, on a vu comment elle s'est mobilisée pour démontrer que la chute de Bachar montre que la Russie n'est pas fiable. Mais le président Poutine a répondu. Il a dit, mais pendant 10 ans, moi j'ai arrêté, n'est-ce pas, l'avènement d'une entité terroriste à Damas. Bon, on l'a fait pendant 10 ans. Bon, maintenant, ça il l'a pas dit, mais Bachar l'a dit. La Russie a décidé simplement pour des raisons tactiques de laisser passer les rebelles et les terroristes. On voit bien ce que donne l'association des rebelles et des terroristes. Ça a commencé. Donc nous avons, dans cette perspective-là, analysant la nature de ceux et celles qui sont au pouvoir, nous n'avons pas exclu la possibilité d'un retour du président Assad. Parce que quand les Syriens vont revenir de leur rêverie et vont se rendre compte dans quoi ils se trouvent, ils vont verser dans la nostalgie du règne des Assad. C'est pas nouveau, hein. On a vu ça en Libye, on voit ça en RDC avec Mobutu. Vous allez aujourd'hui en RDC, vous allez percevoir une nostalgie de Mobutu, malgré tous les crimes de ce régime, mais tellement depuis qu'il est tombé, les populations se rendent compte comment on les a manipulés, on les a fait croire que Mobutu était le diable, son départ réglait tout. Ces populations regrettent Mobutu. C'est vrai en Libye. Vous avez beaucoup d'endroits comme ça dans le monde aujourd'hui. Les Irakiens, allez là-bas, Saddam Hussein, ce n'est plus le monstre qu'on a longtemps présenté. Parce qu'en sous leur règne, il y avait de la stabilité, il y avait de la prospérité économique, etc. Pas? Ça nous enseigne même au niveau du Cameroun. Ça nous enseigne en Afrique. Le changement n'est pas valable à n'importe quel prix. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention de réduire le changement au départ d'un individu. Non, ça ne marche pas. La série nous enseigne ça. Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à cette émission. Nous rappelons que nous parlions de la session extraordinaire des conférences de chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue à Yaoundé
également de l'affaire qui oppose le REDAC à l'État du Cameroun. Et sur la question syrienne, certainement une émission sera prévue dessus. Merci, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. Le téléspectateur qui a posé la question sur le sommet, c'est quoi? C'est M. Noah qui nous a dit que on était très dur et qu'on voulait se donner le beau rôle, etc. Pour dire que nous lisons tous ces commentaires. Je pense qu'il a eu sa réponse. C'est M. Noah, non? Monsieur Axel Noah. Voilà, je dis bien, c'est M. Axel Noah. Je pense que nous lui avons répondu. C'est l'occasion pour moi de le remercier pour l'interactivité, pour le partage et les échanges, tout en lui disant que c'est tant bien qu'il ait un rôle à se donner, qu'il soit beau, mais dans ce cas, tout le monde devrait batailler pour prendre ce rôle-là. Quand un rôle est beau, il y a la bagarre pour prendre le rôle. Bon, il n'est pas question pour nous de nous donner un beau rôle, ça n'a rien à voir. Parce que les beaux rôles sont toujours disputés. Non, il n'y a pas de beau rôle. Dire la vérité, faire de l'analyse, et ne pas tomber dans le piège consistant à confondre les moyens et les fins, à faire du statu quo, l'horizon indispensable de l'économie de la sous-région, s'investir à dénoncer, c'est pas cette démarche-là, c'est s'attribuer un beau rôle. Je pense que mon ami s'est trompé. Nous ne cherchons pas de beau rôle, il le sait. Mais on est intransigeant sur cette question. Les pays d'Afrique centrale, les pays africains doivent dépasser la tutelle du FMI et de la Banque mondiale et conquérir leur indépendance économique. Ce n'est pas négociable. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Et pour une autre édition au cœur de l'actualité sur la chaîne NMP officielle. À bientôt. Je serai toujours à mon poste.